Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et excusez-nous pour ce petit retard, étant entendu que Joe Washington Ebina, le président de la Fondation Ebina Congo, est malheureusement retenu contre son gré dans son pays et nous sommes en train de tenter d'effectuer une liaison Skype pour tout à l'heure, donc petit problème technique. Nous remercions les services du Sénat de nous accueillir en ce haut lieu de démocratie pour cette journée consacrée au constitutionnalisme et surtout au respect de l'ordre constitutionnel en Afrique, à l'initiative du Cercle La Rupture dont le président Brice Nzamba va prendre la parole. En vous remerciant, réservez-lui le meilleur accueil. Je vous remercie tous. Je dois dire que c'est vrai que je suis le président du Cercle La Rupture, mais ces travaux n'auraient pas été effectifs et efficaces sans le soutien des membres du bureau du Cercle qui sont ici présents. Le vice-président Jess Djamungwazi, le secrétaire général François Missengue et le secrétaire général adjoint Amédée Kiti. Voilà, donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, pour ouvrir cette journée de conférence, je vais devoir faire un plaidoyer sur la démocratie en Afrique. Bon, c'est vrai qu'on va dire la démocratie en Afrique, on en parle tellement, tous les jours on en parle. Pourquoi un plaidoyer sur la démocratie en Afrique? Eh bien parce que précisément il y a un lien indissociable entre la démocratie et la Constitution. Voilà, entre la démocratie et la Constitution, le lien est tellement fort entre ces deux notions que lorsque l'une est menacée, cette menace réjaillit sur l'autre. Alors, lorsque la démocratie se porte bien, la Constitution est respectée, et respectée, on sait qu'elle est issue de la volonté du peuple. Et donc, la démocratie, précisément, dans son sens étymologique, c'est le pouvoir du peuple. Donc, une fois que l'on sait que la démocratie, que la Constitution est l'expression de la volonté du peuple, et l'expression donc des principes et des valeurs qui organisent un État, qui est donc décidé par le souverain primaire qui est le peuple, on comprend donc le lien qu'il peut y avoir entre démocratie et constitution. Bon, après, il y a tout un débat, on peut parler de beaucoup sur l'histoire des constitutions, les constitutions libérales et autres, mais on ne va pas se perdre dans ces genres de débats, et on va se recentrer sur ce qui nous intéresse ici. Alors, en fait, quand on parle de démocratie étymologiquement, c'est le pouvoir du peuple. Bon, je ne vous apprends rien, je sais que tout le monde le sait, mais quand on parle du pouvoir du peuple, parce que comme c'est un système qui présuppose en fait un passé politique, parce que pour parler du pouvoir du peuple, il faut d'abord partir de l'idée qu'avant que le pouvoir appartienne au peuple, ou avant que l'on pense que le pouvoir appartient au peuple, avant, le pouvoir n'appartenait pas au peuple. Donc la démocratie suppose d'abord un passé contre lequel on se bat, contre lequel on ne veut plus revivre, et donc c'est ces passés qui justifient que le pouvoir soit au peuple. Alors pourquoi? Parce que le pouvoir n'était pas au peuple, et le pouvoir était détenu à l'époque soit par un roi ou par une dynastie qui lui-même le détenait de Dieu ou encore des ancêtres et l'exerçait comme bon lui semblait. Donc on peut se rappeler en France Louis XIV, quand il déclarait en 1655 que l'État c'est moi. Alors quand Louis XIV dit que l'État c'est moi, il veut nous dire, en tout cas à cette époque, que c'était lui qui concentrait tout le pouvoir. Donc Louis XIV, dans sa personne, concentrait le pouvoir judiciaire, concentrait le pouvoir exécutif et concentrait le pouvoir législatif. Donc, Louis XIV résume le fonctionnement d'un système politique qui n'est pas encore démocratique, parce qu'il incarne et monopolise à la fois donc, les trois pouvoirs que je vous ai cités. C'est donc un système de concentration de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Donc, nous pouvons donc dire à ce stade qu'avant que le pouvoir ne soit au peuple, avant donc la démocratie, il y a le pouvoir d'un homme, d'une famille ou d'un clan. Donc ça, on n'est pas encore en démocratie. Voilà. Et les révolutionnaires de 1789 en France ont posé les bases de la démocratie en soulignant dans l'article 16 de leur déclaration que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. Donc nous comprenons donc que la constitution vise deux choses. Donc garantir les droits du peuple. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant
l'établissement de la Constitution, les droits du peuple n'étaient pas garantis. Donc c'est un homme, une famille, une dynastie qui décidait de ce que elle considérait comme bon pour le peuple ou comme n'étant pas bon. Le peuple n'était pas reconnu en tant que tel dans ses droits, dans sa dignité. Et donc, l'institution de la Constitution permet donc de reconnaître déjà le peuple comme souverain primaire et par conséquent de garantir ses droits en le considérant comme primaire par rapport à l'État. Donc, c'est la première vocation de la Constitution, c'est ça, c'est de garantir les droits du peuple, donc des citoyens. Et par la suite, la deuxième vocation de la Constitution, c'est d'assurer la séparation des pouvoirs. Donc on arrive à ce que je disais à l'entrée, qu'on passe donc d'un système de concentration de pouvoir entre les mains d'un homme, d'une famille ou d'une dynastie, vers une séparation de pouvoir entre plusieurs organes, afin de tempérer, de modérer le pouvoir pour éviter qu'un seul organe puisse détenir, ou un seul homme puisse détenir tous les pouvoirs. Donc la Constitution en elle-même, telle qu'elle est définie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 16, déjà contient en elle l'idée de la démocratie. Parce que c'est le peuple avant tout qui est le primat, qui doit être protégé, qui doit être protégé dans ses droits et garanti dans ses droits fondamentaux, et le pouvoir ne peut plus être absolu. Donc l'expression véritable de la démocratie passe donc par le respect des principes constitutionnels qui en eux-mêmes sont issus de la volonté du peuple. Et donc ne pas respecter la constitution de son pays, c'est donc ne pas respecter le peuple et se comporter en tyran. Alors l'exigence démocratique est aujourd'hui une valeur universellement admise, puisque la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, énonce clairement le concept de démocratie en déclarant dans son article 21 que la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Voilà, donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la démocratie est devenue une valeur universelle, dans le sens où on ne peut plus universellement considérer que la source du pouvoir ne soit autre qu'au sein du peuple. Donc, au sommet mondial de 2005, les États membres des Nations Unies ont réaffirmé que la démocratie est une valeur universelle, donc qui émane de la volonté librement exprimée des peuples de définir leur propre système politique, économique, social et culturel, et qui repose sur leur pleine participation à tous les aspects de leur existence. Donc, quand on tient compte de cette déclaration finale donc du sommet mondial de 2005 qui réunissait tous les États membres des Nations Unies, on peut retenir 4 choses principales. C'est-à-dire que la démocratie est une valeur universelle, c'est ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, on ne peut plus contester, en tout cas, il n'y a plus, de façon générale ou quasi générale, une contestation de la légitimité de la démocratie. Il y a quelques îlots qui résistent, on nous parle de la Corée du Nord qui résiste, et la Chine même, après avoir accepté déjà de libéraliser son économie d'une certaine manière, je pense que par la loi de la physique, donc je dirais politique, la Chine se dirige inexorablement vers certainement une libéralisation politique. C'est qu'une question de temps. Donc aujourd'hui, la démocratie est une valeur universelle, premier principe. Et cette démocratie, pourquoi? Parce que précisément, elle émane de la volonté librement exprimée des peuples. Donc l'expression de la démocratie doit donc émaner d'une volonté libre des peuples. Ça implique que les peuples ne peuvent pas être contraints à la démocratie, d'extérieur ou par d'autres forces, et cette installation ou cette instauration de la démocratie doit émaner des forces vives des nations, certainement en concours avec d'autres forces qui partagent les mêmes intérêts, en tout cas démocratiques. Alors, ces peuples doivent définir leur propre système politique, économique, social et culturel. Donc, on voit bien que les Nations Unies posent le principe de non-ingérence d'une certaine manière à la forme de démocratie que peut emprunter un État, dès lors que cette démocratie répond aux principes essentiels reconnus donc par les mêmes Nations Unies. Alors, donc ici, il est possible de dire que si la démocratie est une valeur universelle, il appartient à chaque peuple d'inventer librement son modèle démocratique. Mais alors, c'est là où j'en arrive au cœur de mon propos, quelle démocratie pour l'Afrique? Voilà, donc pour répondre à cette question, l'Afrique doit résoudre un certain nombre de questions préalables. Alors la première question, la plus fondamentale à mon avis, est d'abord celle consistant à construire un peuple.
Car pour que le pouvoir soit exercé par le peuple, encore faut-il qu'il y ait un peuple. Bon, il ne suffit pas qu'il y ait foule ou masse populaire sur un territoire pour constituer un peuple au sens démocratique. Voilà, donc ça, c'est un aspect important. C'est-à-dire que nous devons savoir qu'il ne suffit pas qu'il y ait des gens sur un territoire pour que le sens du peuple, dans le sens de la démocratie, demos kratos, est un sens qui est construit. C'est un sens qui est construit intellectuellement et qui est donc promu par l'élite qui est là et qui s'inscrit dans le cadre d'un modèle de démocratie dont on fait le choix et qui dépend du choix de société aussi qu'on veut faire. Donc, je prends un exemple. Dans la ville d'Athènes, par exemple, la notion de peuple était restreinte à ceux qui étaient nés de pères athéniens et qui avaient suivi une formation entre 18 et 20 ans pour défendre la cité. C'est l'éphébie. C'est l'éphébie, et donc on voit par là qu'il ne suffisait pas d'être en Athènes pour participer à la gestion de la cité, pour donner son mot sur comment la cité devait être gérée. Donc, le peuple en Athènes, qu'on pouvait considérer comme faisant partie de la démocratie, était un peuple construit intellectuellement. C'est-à-dire qu'il y a des conditions préalables qu'il fallait remplir pour être considéré comme peuple pouvant agir, pouvant donner son point de vue sur comment la cité devait être gérée. Et donc en 1791, en France, sous l'influence de Sieyès, n'était considéré comme peuple au sens démocratique, c'est-à-dire participer aux décisions du pays, que ceux qui pouvaient contribuer significativement aux charges de l'État par le sens. Donc ceux qui n'avaient pas un certain revenu étaient considérés comme ne pouvant pas participer aux décisions du pays. Donc ne faisaient donc pas, ipso facto, partie du peuple qui était censé donner son mot ou déléguer le pouvoir aux dirigeants. Donc, nous voyons bien que la notion de peuple est une construction intellectuelle qui correspond à une idée, à une vision qu'on se fait de la société et donc aussi d'un modèle de démocratie qu'on veut mettre en route. Donc, alors, une fois qu'on a pris ces exemples-là, en Afrique, la question se pose, qu'allons-nous entendre par peuple? Parce que il est très intéressant de voir que souvent on s'engage en politique, ce qui est bien, et que souvent on tient des discours en disant qu'on veut servir le peuple, ce qui est bien, mais qu'est-ce qu'on entend dedans? C'est ça, puisque au sein de la quasi-totalité des États africains coexistent plusieurs tribus. Donc la réalité chez nous en Afrique, c'est que les pays qui sont considérés aujourd'hui comme des États sont des espaces géographiques dans lesquels coexistent plusieurs tribus. Alors, le peuple en Afrique, serait-il la somme de ces tribus, prises en tant que tribus? Serait-il une juxtaposition de ces tribus? Et puisqu'il y a beaucoup de Congolais certainement dans la salle, qu'est-ce que le peuple congolais? Est-ce les Téké, est-ce les Pounou, est-ce les Lari, les Mbonjo, ou un mélange de tout cela, dans le sens où chacun, un mélange hétéroclite, ou plutôt un mélange, on pourrait dire, métissé. Et le peuple burkinabé, est-ce les Mossi, les Sénoufou, les Peuls? Alors, si nous considérons le peuple comme des composantes tribales hétéroclites et superposées, alors la démocratie en Afrique est piégée dès le départ. Parce que le pluralisme politique devient le pluralisme tribal. Et le pouvoir du peuple devient le pouvoir des tribus. Et on comprend pourquoi, dans certains pays, la gestion du pouvoir politique est devenue une affaire de tour entre différentes tribus. Parce que même au sein de l'élite politique africaine, il est acquis, en tout cas, que c'est une affaire des tribus. Mais ça ne se dit pas, ça. Ça ne se dit pas, mais ça se fait. Il y a donc, à mon avis, un choix à faire sur le type de peuple que nous souhaitons voir exercer le pouvoir pour inventer un modèle démocratique africain. Alors, soit nous voulons renforcer la conscience tribale, alors il faut inventer un modèle qui prendra en compte le fait tribal, soit nous voulons des individus libres et citoyens au-delà de leur tribu. Alors, il faut travailler dans ces sens. Pourquoi? Parce qu'il existe aujourd'hui une réelle contradiction entre la réalité formelle contenue dans les constitutions et réaffirmée par la Charte africaine pour la démocratie, la liberté et la bonne gouvernance, qui ne connaît pas les tribus comme sujet de droit ou comme interlocutrice de l'État. Pourtant, la culture politique sur le terrain, où les individus sont essentialisés dans leurs tribus respectives,
et où le jeu politique n'est pas fait par une conjugaison d'idées, mais plutôt par une conjugaison et même une arithmétique de tribus. Bon, d'une part, on sert les artifices démocratiques à la communauté internationale pour être crédible, notamment en organisant des élections, dont on contrôle tous les processus et en se dotant des constitutions qui garantissent les droits fondamentaux des citoyens. D'autre part, on viole cette même constitution, en empêchant aux opposants de tenir meeting ou de manifester, ou encore en empêchant toute presse libre. C'est pour cela, la vague actuelle du respect de l'ordre constitutionnel ne doit pas être un simple calcul politicien. Voilà, si on s'élève pour que les constitutions soient respectées, il faut que l'on se dise pourquoi on le fait. Si cette mobilisation n'est pas portée par un fort attachement aux principes, pour nous faire tendre vers plus de démocratie, alors l'évolution démocratique attendue ne sera pas au rendez-vous. Alors, souvenons-nous au Congo-Brazzaville, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de Congolais, certainement dans la salle. En 1992, il y avait plusieurs défenseurs de la Constitution du 15 mars 1992 dans la rue, à l'occasion de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Pascal Lissouba à l'époque. Beaucoup d'opposants manifestaient et disaient que nous sommes dans la rue pour défendre la Constitution qui était menacée. Pourtant, après la guerre de 1997, au Congo-Brazzaville, ceux qui défendaient cette même Constitution n'ont pas hésité à l'abroger purement et simplement. À partir de ces moments, il faut quand même s'interroger. Quand les gens disent qu'ils défendent la Constitution, est-ce qu'ils défendent les principes? Est-ce qu'ils défendent la démocratie? Ou ils défendent une posture qui leur permet de mettre à mal un adversaire? Et c'est pour ça que la démarche de défense de la Constitution doit être honnête, dans le sens où elle doit être en conformité avec les principes, les valeurs qui permettent aux différentes personnes de vivre dans un espace géographique en parfaite harmonie, en se disant que les institutions sont au-dessus des considérations partisanes, des considérations idéologiques, régionales et tribales. Alors, respecter la Constitution, c'est respecter son peuple. Et respecter son peuple, c'est respecter sa volonté, c'est précisément appliquer scrupuleusement la Constitution qui est la volonté du peuple. Alors, ne pas le faire lorsqu'on est chef d'État, c'est être parjure, c'est être antidémocratique et prendre le risque du soulèvement de ces peuples. Les peuples africains ont soif de liberté. Ils savent se faire entendre lorsqu'ils sont guidés par des femmes et des hommes disposant du sens de l'intérêt général, qui savent sortir des clivages partisans, ethniques ou régionaux pour défendre les principes et les valeurs qui fondent la vie commune contenue dans les constitutions. Le peuple burkinabé nous a montré l'exemple. Lorsque, comme un seul homme, ils ont dépassé leurs différences. Il n'y avait plus de Moussi, il n'y avait plus de Sénoufou, il n'y avait plus de Peul, pour défendre leur bien commun, la Constitution. Et ces pays méritent plus que jamais son appellation de pays des hommes intègres. Par ces soulèvements, toutes les tribus qui forment le Burkina ont donné naissance à un peuple au sens démocratique, c'est-à-dire des individus qui ont des droits et qui ont un lien avec les institutions et qui sont prêts à défendre les institutions parce que ce sont ces institutions qui leur permettent de sortir du règne animal. Parce que s'il n'y a pas les institutions ici, on ne les respecte pas, c'est la loi du plus fort. Voilà, donc défendre l'ordre constitutionnel, donc c'est faire acte de démocratie, c'est agir en tant que peuple, c'est exercer son droit en tant que peuple. Et nous sommes heureux de compter parmi les intervenants à cette conférence des Africains originaires du Burkina Faso pour nous partager leur expérience. Et nous sommes heureux aussi d'avoir parmi les intervenants des Congolais qui se battent chaque jour pour que, j'espère, qu'il y ait le respect des principes. Et même nous avons des membres du parti au pouvoir au Congo-Brazzaville qui courageusement ont pris une position qui met en avant les principes et les valeurs au-dessus des considérations partisanes et ethniques. Alors nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir sortir de ces considérations tribales. Parce que si nous voulons forger un avenir, ce n'est qu'autour des principes et des valeurs qu'on peut forger un avenir commun. Et j'espère que les travaux de cette conférence vont nous permettre de poser les bases qui nous permettront de travailler déjà pour que la volonté du peuple congolais manifestée à travers la Constitution soit respectée et par la suite d'espérer une alternance démocratique. Je vous remercie.